Yuji dans une scène sous la neige et Sukuna sous un feu ardent. Chacun oppose un adversaire face au sol. Sukuna demande alors qu'il est devant Jogo « Qui es-tu » et Yuji Itadori disant à Mahito « Je suis toi ». Tout était là. Tout prend son sens aujourd'hui. L'origine de Yuji et Sukuna est enfin révélée. Car certes, Gojo aura fait paniquer Sukuna, Higuruma aura intéressé Sukuna, Maki aura excité Sukuna, mais Itadori sera celui qui l'aura fait perdre ses moyens. Yuji Itadori, après de multiples affrontements, a été celui qui a enragé le millénaire roi des fléaux, Ryomen Sukuna, car seul son propre sang pouvait le faire bouillonner. Nous vivons l'histoire enfin du passé de Sukuna, la réalité de la naissance de Yuji, les nouveaux pouvoirs de Yuji confirmés. On parle de tout ça. Purée, qu'est-ce que c'est bon! Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen. La bataille décisive du No Man's Land de Shinjuku, infesté de fléaux, partie 29. Juste légendaire en révélation. Il est tellement satisfaisant et ça y est, c'est enfin terminé. Plus personne n'osera dire que Yuji est le pire personnage principal, qu'il ne fait que subir encore et encore. On a toujours cru en lui et ça a enfin payé toutes les vidéos qu'on a fait sur lui. Oui. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire même sur toute cette histoire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on suivra Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin avec une vidéo par semaine et bien plus encore même après la fin du manga. Et bref, commençons tout de suite par la grande histoire, la naissance de Sukuna et Yuji. « 257 chapitres afin d'enfin apprendre la vérité. » Puisque ce chapitre s'ouvre sur une question d'Uraume qui va être posée avant le combat face à Gojo. Parce qu'il a senti que Yuji est un proche de Sukuna, non pas seulement parce qu'il a été un hôte, mais parce qu'il y avait quelque chose de particulier avec lui. Et Sukuna lui expliquera qu'en réalité, il était un jumeau quand il est né, mais a refusé ce destin et, alors qu'il allait mourir de faim, a consumé son frère à l'intérieur du ventre de sa mère. Son âme a alors erré et s'est réincarnée dans le père de Yuji. Ainsi, avec l'expérience folle de Kenjaku et liée au doigt de Sukuna, Yuji est devenu un hôte puissant dès le début. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était directement inscrit à la traque mortelle. Et on terminera bien sûr sur Uraume, qui dira donc que Yuji a probablement le même potentiel que le grand Ryomen Sukuna. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur le fait que même si on a eu affrontement sur affrontement, on est quand même ultra hypé juste par ce début de chapitre. Gege Akutami est un génie, il arrive à te faire frissonner. Oui, ça c'est de l'introduction pour un énorme combat. Et bien sûr, cette révélation induit beaucoup de choses qu'on va devoir détailler. Non, on va pas parler du fait que Sukuna se souvienne de ce qu'il a fait en tant que fœtus. Oui, c'est bizarre, mais All for One aussi le fait, et d'ailleurs, leur histoire se ressemble, c'est un petit peu bizarre. C'est une sorte de célébration pour la communauté, étant donné que c'était une des plus vieilles théories Jujutsu Kaisen. Depuis les premiers chapitres, il y avait cette théorie qu'on se posait des questions par rapport à qui était réellement Yuji Itadori. Comment ça se fait qu'il pouvait tenir Sukuna? Moi, j'ai découvert cette théorie alors qu'il y avait un Afro-Américain qui a été posé sur un banc et qui en parlait sur TikTok sans aucun montage. Il en parlait juste comme ça. Et depuis, t'as dû en voir passer des vidéos sur le sujet. On l'a juste rapidement abordé sur la chaîne parce que voilà, toute la commu le sait déjà, on a déjà entendu parler et c'est juste fou que ce soit confirmé. À la seule différence que, bien entendu, Yuji n'est pas le frère de Sukuna directement, mais bien donc issu de la réincarnation de celui-ci. Oui, on va pas se mentir, c'est peut-être inutilement compliqué, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, Kenjaku aurait pu récupérer un bout de fœtus et voilà, créer Yuji quelques années plus tard. Mais non, non, c'était beaucoup plus fun d'avoir tout ce cycle bizarroïde. Bon, je ne jugerai pas les
personnes qui disent que ça veut dire que quasiment donc Sukuna est le père de Yuji, étant donné qu'il doit avoir exactement le même matériel génétique que son père qui était son jumeau, entre guillemets. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Mais c'est fou que peut-être l'histoire de Jujutsu Kaisen, c'était l'histoire de Yuji qui se faisait un tas de frères depuis le début. Il aura eu, grâce à Todo, un frère d'esprit mental, avec Shozo, un frère de sang, et avec Sukuna, un frère d'âme. Ce qui explique d'ailleurs la haine qu'il y a entre eux, parce que ce sont des combats familiaux sauvages. Personne ne rigole, Sukuna ne sourit même pas lors de tout ce chapitre. C'est un véritable challenge pour lui et c'est son propre sang en même temps. Et là, bien entendu, ça fait des grands combats de Yuji, à chaque fois des combats face à lui-même. Comme lorsqu'il disait « Je suis toi » à Mahito. Oui, c'est magnifique. Et bon, le tonton diabolique, c'est une histoire vieille comme le monde. La cultissime œuvre Hamlet de Shakespeare, ou si tu préfères, Scar, Simba, Miles Morales, on y est, Sukuna Yuji. Et truc plutôt fun que je voulais vous dire, même si c'est totalement HS, il y a des personnes qui étaient déçues que Yuji ne soit pas un Zenin. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Oui, ils ont lu le manga à l'envers. Non, en fait, cette théorie plutôt marrante, elle était issue du fait que certains pensaient que le grand-père d'Itadori était un des chefs du clan Zenin à l'ancienne, et vu que son fils serait né possiblement sans sort, il aurait décidé de s'exclure. Enfin bref, voilà, c'est une théorie complètement fausse. J'en avais absolument jamais entendu parler, mais qu'est-ce que c'est fun de savoir qu'il y a des gens qui attendaient qu'il soit un Zenin. Et c'est encore plus fun quand on se rend compte que certaines personnes étaient opposées à cette théorie, juste parce que sinon Megumi et Itadori seraient de la même famille et ils ne pourraient pas être en couple. Et on a aussi une communauté un petit peu de détraqués. Bon bref, pour Sukuna, ça en dit long, ça m'étonnerait pas qu'il ait tué sa mère par la même occasion en naissant, et en même temps il le disait à Kashimo, il était un bébé non voulu, une abomination, et voilà, c'était une petite théorie que j'avais depuis longtemps. Sukuna est le contraire de Gojo, pas le plus fort qui a dû embrasser sa destinée, mais bien celui qui a dû tout brûler, faire les plus ignobles sacrifices pour, en partant de rien, devenir le roi des fléaux. Et leur opposition est d'autant plus forte. Et même du côté de Kenjaku, ça veut dire énormément de choses quand il disait « J'en attends beaucoup de toi ». En parlant à Yuji, bah encore heureux, regarde-moi ce que t'as créé. Je comprends ce qu'il ressent. Moi aussi, j'en attendais beaucoup de Doumbé, pas qu'il perde face à une écharde. Oui, le mec ne veut pas passer à autre chose. Lorsqu'il disait que maintenant son but était de créer quelque chose de plus grand que lui grâce au chaos, une création totalement chaotique, on le comprend désormais. Quelque chose de totalement inédit et étrange. Surtout que désormais, l'arbre généalogique, c'est juste n'importe quoi avec Kenjaku qui est techniquement la belle-sœur de Sukuna. Paye ton personnage principal, c'est le fils littéralement de tous les méchants de ce manga. Bon, je sais qu'il y a quand même une partie de personnes qui est déçue en fait de cette révélation par rapport à Yuji Itadori, qui donc a eu et peut-être devait avoir un destin grandiose depuis le début. Et ça confirme aussi le fait que c'était un rouage peut-être réellement. En vrai, je tiens à vous le dire, c'est peut-être le thème de Jujutsu Kaisen. Cette histoire de destin, d'être tiraillé entre son devoir inné et ses désirs. On a l'exemple avec plusieurs personnages, que ce soit Nanami, même Iguruma dans un certain sens. C'est quasiment partout comme ça dans Jujutsu Kaisen. Et bon, les haters diront que c'est que de la bagarre, et ils ont raison, mais pas que. C'est pour ça qu'un jour, je ferai la grosse vidéo pour expliquer les thèmes de Jujutsu Kaisen, de quoi ça parle réellement, parce qu'il y en a trop qui disent que oui, ça raconte rien, alors que croyez-moi, ça raconte bien quelque chose et de très intéressant. Et qui sait, vu qu'on a découvert à travers l'histoire de Maki que deux jumeaux dans le monde de l'exorcisme étaient considérés comme une personne et que la mort de Mai a pu rendre Maki complète, ce qu'aura fait Sukuna, peut-être que là, vu qu'il y a Yuji Itadori, la fin de Jujutsu Kaisen serait un Yuji qui va dévorer vivant Sukuna et battre le monstre de Kenjaku. Mais quoi qu'il en soit, c'est fort. Yuji représente le plus grand crime de Sukuna, avoir tué son frère à la naissance, et désormais Yuji est son plus grand bourreau, celui qui le punira pour ce crime. Et franchement, j'ai de plus en plus de mal à imaginer Yuji Itadori ressortir vivant de toute cette histoire, puisqu'elle aura commencé avec l'éveil de Yuji en tant qu'exorciste, avec parallèlement le retour de Sukuna, l'âme est liée, et donc peut-être leur fin aussi. On retiendra tous la morale de cette histoire à ce moment précis, c'est qu'il faut écouter les vieux quand ils essayent de te parler. Son grand-père a tenté de lui dire au début de la série, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous.
Bon bref, et venons-en au sort avec un S de Yuji Itadori et le mystère de celui de Sukuna qui pèse encore. Parce que le Yuji était bien spécial et Gojo Satoru avait raison en pariant sur lui. En à peine quelques mois dans le monde de l'exorcisme, Yuji a atteint des sommets. Et lors de ce chapitre, le narrateur nous dit exactement quels sont ses pouvoirs. Déjà, il a mangé ses frères du numéro 4 au numéro 9, donc les embryons maudits créés par Kenjaku, ce qui crée un parallèle avec Sukuna. Et même ça veut dire qu'il en reste d'autres, miam miam. Est-ce qu'un jour on verra Chozo sur le grill, on va délirer? Voilà, tout d'abord la manipulation de sang et les choses qui lui sont liées, même si il a découvert ça depuis peu longtemps, comme on l'aura vu, Chozo doit encore l'entraîner, même juste pour faire un 100%, il n'est pas encore prêt tout seul. Et il a désormais accès aussi à Mizushi, le sort qui vient de se révéler en tant qu'hôte de Sukuna après son éveil. Le temple littéralement qui est la capacité de Sukuna, une découpe qui se fait du côté du roi des fléaux comme un coup tranchant d'épée en quelque sorte, mais du côté de Yuji, ça c'est assez intéressant à voir, bah en fait c'est visuellement représenté et peut-être même représenté dans sa tête par des ciseaux. Et déjà, je trouve ça juste génial parce qu'une technique aussi malveillante, bah, elle semble innocente du côté du protagoniste. C'est littéralement une icône d'ordi. Même si Yuji arrive à bien l'implémenter dans son style de combat, le sort qu'il vient de découvrir n'est pas aussi puissant que celui de Sukuna. Et déjà, c'est super intéressant de voir qu'il y a une évolution des sorts, même selon la personne. Et c'est ce que Gege Akutami nous avait expliqué par rapport au sort de projection que Naobito Zenin avait et que Naoya aussi avait. Il se basait sur l'animation, mais avant, ça se passait autrement. Voilà, avec l'époque, ça a changé. Un Sukuna qui, dans le passé, se battait peut-être contre des gens avec des épées, donc voilà, des coups tranchants, et un Yuji qui pense plus de manière ordinateur. Et même plus que ça, personnellement, je le prends comme une certaine bienveillance de la part de Yuji. Ces petits traits, cette représentation qu'il a de sa découpe, comme quoi il voudrait peut-être même faire attention à ce qu'il découpe. Son but, ce n'est pas de charcuter tout le monde tel Sukuna. Et bon, ça nous montre surtout qu'on n'a toujours pas d'explication sur la flèche de feu de Sukuna. On ne saura jamais. Est-ce que vous voulez une vidéo sur ça ? Bref, tout ça c'est juste génial et en plus de ça, on parle de l'élu des rayons noirs qui va nous faire ni plus ni moins que 7 rayons noirs lors de ce chapitre et avec celui du précédent chapitre, on est à 8. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on dirait même pas 8. Et ce qui est génial avec toutes ces révélations de pouvoir, c'est que en fait tout ça a été préparé depuis bien longtemps. Depuis le début du manga, Gojo nous avait dit que Yuji aurait probablement le sort de Sukuna. Voilà, on a vu le sort de manipulation des Emasi, donc la manipulation de sang qui s'est faite lors des derniers chapitres assez lentement. On a vu les résultats de son entraînement avec le sort d'inversion et les rayons noirs. On les a vus depuis bien longtemps. Donc oui, je pense que tous les hommes rêvent de la même chose désormais, d'une combinaison de tous ces sorts. Mais je sais pas du tout comment ça pourrait se faire, quoi qu'il en soit. Absolument rien n'est tiré par les cheveux. Après, quant à sa force physique, c'est vrai qu'il y a encore un mystère par rapport au début de la série. Est-ce que Sukuna était aussi puissant, lui aussi, dès sa naissance? Et de toute manière, j'ai sorti une vidéo, une théorie sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la checker sur cette puissance incroyable qu'il aurait depuis le début. Après, je tiens à vous le dire, ne nous enflammons pas, c'est pas le plus fort du verse, même après ce qu'il a fait à Sukuna lors de ce chapitre. On rappelle qu'il est affaibli et que là, Yuji ne maîtrise toujours pas le sort de barrière pour faire une extension de territoire. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'est pas le plus fort des personnages, mais peut très largement le devenir. Pour les commentaires plus forts que Gojo ? Pas encore. Attendez, soyez patients. Mais bon, parlons de l'utilisation de toutes ces capacités. Avec un Yuji au sommet, une narration graphique titanesque et un Sukuna qui reste malgré tout monstrueux. Et ça, je tiens à vous le dire. Parce que c'est vrai que l'écriture de Gege Akutami est extrêmement intéressante de voir que à travers les combats, il réussit à compléter son lore avec des débuts de chapitres où il nous raconte des histoires, voilà, puis il l'enchaîne directement sur du gros combat. En termes de rythme, ça marche extrêmement bien. Dès que ça monte en pression,
il y arrive, ça pète. Avec tout le long du chapitre, une chorégraphie très linéaire, on va voir ça dans le détail, ça va pas dans tous les sens, mais surtout, t'as l'impression de voir un Yuji qui poursuit Sukuna, et ça c'est magnifique. Parce que après un petit moment de tension suivant le flashback, et franchement ça c'est ma case préférée de ce chapitre, les voir comme ça, tu sens la pression qui est en train de monter, l'analyse des adversaires et les poses sont vraiment géniales. Oui, voilà, c'est inspiré de différents arts martiaux. Et désormais, vu qu'on connaît leur histoire et qu'on connaît le parallèle entre les deux personnages, alors ça a même beaucoup plus de sens de les voir face à face. Et c'est toujours aussi fort parce que même visuellement, ça pète juste d'un coup. On passe de grosses cases à des cases très serrées. On va juste voir les mouvements de leurs mains, des enchaînements monstrueux pour que Yuji nous lâche 2 éclairs noirs dans un mouvement hyper fluide en plus. Parce qu'on le voit très simplement bloquer les coups de Sukuna afin de lui asséner les siens. Et ça, c'est génial, mais en même temps, on se rappellera que le Sukuna déjà part avec 4 bras, tel Macogneur, tel le cafard avec ses jambes même, et là, il lui reste que un bras. Donc oui, Yuji est incroyable, mais c'est aussi dû à tout le travail qui a été fait avant. Vraiment, ce qui m'a impressionné dans ce combat, c'est que c'est assez gracieux à lire. Voir qu'ils vont juste être projetés dans l'air comme ça, sans mouvement inutile, un Yuji qui va s'accrocher à un poteau et le découper en même temps pour le lancer directement sur Sukuna. Et ça, je trouve ça juste génial parce que c'était le style de combat de Yuji depuis longtemps. Il n'a pas changé, c'est pas parce qu'il en sort que ça changera, ça s'implémente juste à la manière dont il se battait. Avant, il te balançait une voiture, oui, c'est pas normal, mais ok, il te balance un bout de mur, des barrières. Là, il les attrape, il les découpe et il te les lance aussi. Tout ça pour encore créer une scène légendaire de Jujutsu Kaisen où tu sais, ils se tabassent entre eux un objet. Et alors que le Yuji va tenter de découper le pied de Sukuna et que Sukuna ne se laissera pas faire en le lacérant, on va assister à un autre rayon noir. Et on voit quand même que le roi des fléaux a besoin de se soigner de ces découpes qui lui font de réels dégâts. Ce qui est faux, c'est que ce qui effraie Sukuna, ce n'est pas les capacités de Yuji, mais c'est de voir qu'il a les sens aiguisés, qu'il est à l'affût. Mais bon, encore une fois, un seul bras. Et c'est là que justement le combat va prendre une toute autre tournure et que symboliquement, c'est extrêmement puissant. Et donc parlons du sens de l'intervention d'Ino et la colère de Sukuna. Puisqu'on va se retrouver avec un passage où Ino demande à Gojo s'il peut utiliser la lame du défunt Nanami, et s'il lui demande à lui, c'est parce qu'il le connaissait depuis le plus longtemps, mais Ino, d'après Gojo et même les autres grands le disent, il a plus traîné avec lui depuis le lycée, c'est peut-être terminé donc de se voir autant, et c'est lui qui devrait recevoir cette lame, et surtout Nanami lui faisait le plus confiance à ce cher Ino, et c'est beau, ça rajoute une symbolique à ce chapitre, parce que Yuji, certes, porte les espoirs de tout le monde de la même manière que ici, Ino, dans une moindre mesure, porte les espoirs de Nanami. On voit le parallèle entre Yuji et Ino, ils sont là pour se battre pour les autres, et ça marche. Et c'est donc là qu'il va nous lâcher son 4e et dernier esprit en tant qu'exorciste qui fait des invocations, qui se fera juste découper directement par Sukuna. Bien sûr, c'est quand même le grand Ryomen Sukuna, c'est un petit peu dommage de l'avoir vu face à lui, mais en même temps c'est le roi des fléaux. Une scène qui me rappelle forcément Toji, parce que voilà, je suis fan de Toji, donc je pense tout le temps à lui, et... Cependant, il aura quand même réussi à pousser Sukuna et l'obliger à bloquer la lame avec son pied, ce qui permettra en plus une ouverture à Yuji derrière lui. C'est peut-être ça, le combat tout entier est résumé dans ce chapitre en fait. Se battre, même si on n'est pas à la hauteur, pour créer des occasions pour les autres. Tout ça grâce à tout le monde. Et qu'est-ce que c'est touchant de voir le Ino s'excuser envers Nanami alors que quand même il vient de créer une ouverture pour un autre rayon noir de Yuji. Et là, on va avoir le Itadori qui va juste se déchaîner, Sukuna qui va détruire tout le sol et tout découper, mais Yuji s'en fout. Il juste le voit, on dirait véritablement un chasseur qui est en train de traquer sa proie. Il ne s'arrête pas
quoi qu'il arrive. Et il a l'air totalement déterminé. Quoi qu'il arrive, même si le sol s'effondre, il ne lâche pas des yeux Sukuna. Et c'est hyper bien retranscrit. Bien que le roi des fléaux soit étonné et se dit que les attaques fusionnées physiques et les découpes ne feront rien à Yuji. Et au passage, cette résistance particulière qui s'explique sûrement par le fait qu'il était l'hôte de Sukuna et donc on partageait la même énergie occulte et le même corps, pourra peut-être faire la différence plus tard. Donc gardons ça en tête. Il va lui lancer un nouvel éclair noir. Tout ça alors que Sukuna bien sûr ne se laisse pas faire et découpe et lacère la moitié de la tête de Yuji, mais il s'en fout et continue. Et c'est là que c'est juste génial, voir l'expression de Sukuna qui est en train de péter un câble, parce qu'on a vu bien des émotions de Sukuna depuis ces 30 chapitres de combat face à lui, mais on l'a jamais vu dans cet état, cette colère noire. On ressent vraiment la rage qu'il a contre ce Yuji qu'il ne veut pas considérer. Mais la volonté de Yuji, malgré sa faiblesse, fait toute la différence. Et ça, le Ryomen Sukuna ne peut pas l'accepter. Et c'est là que le chapitre il devient véritablement puissant, parce que bien sûr, en étant aussi énervé, en étant aussi enragé, on aurait pu imaginer un coup fatal de la part de Sukuna, mais c'est dans un geste désespéré, inattendu, que Ino, peut-être ridicule, aura peut-être fait la différence en lançant la lame de Nanami sur la tête de Sukuna, ce qui le déconcentrera juste assez pour que ce soit Yuji qui prenne l'ascendant en lançant un dernier rayon noir lors de ce chapitre. On est juste à 8 coups critiques de suite. Les fans de Pokémon le savent, c'est monstrueux et terrifiant. Sincèrement, là, après avoir lu le chapitre plusieurs fois, la première fois, oui, j'étais hypé par les mouvements de Yuji, mais la seconde fois, j'étais juste subjugué par ce qu'il est en train d'arriver. Voir véritablement le Yuji traquer sa proie. Il ne s'arrête juste jamais lors de ce chapitre. Qu'importe les attaques qu'il se prend, il continue d'avancer. Il ne recule même pas. Il profite juste calmement de chaque occasion qui lui est offerte. Et c'est juste monstrueux. Vraiment, la détermination folle qu'il a pour éradiquer Sukuna, on la ressent et c'est incroyable. Je sais que certaines personnes vont dire que j'en fais trop, mais vraiment je kiffe là. En même temps, Yuji est le plus légitime à le défoncer. Il lui a fait tellement de mal, il a perdu son meilleur ami, il a perdu son sensei, il a commis un massacre de masse alors qu'il était dans le corps de Yuji. Et donc, il est légitime à tout lui faire maintenant, à le défoncer, ouais, à le découper, ouais, à le percer, ouais, et à croquer ses fesses. Non, ça c'est bizarre. Carapage. Et qui sait, est-ce que tout cela va enfin payer? Est-ce que c'est la fin de l'affrontement face au grand Ryomen Sukuna? Rien n'est moins sûr, il a l'habitude de douiller. On parle du roi des fléaux qui tient quand même un record en s'étant pris 10 rayons noirs lors de ces différents affrontements entre Gojo et Yuji. Il ne lui reste qu'un bras et on sait très bien que Uraume de son côté dira que oui, Sukuna il est pas à fond, il est en train de rigoler. Lui il rigole en crachant son sang, tu sais, c'est un petit tic. Je vous rappellerai que tout l'enjeu de ce combat aussi, c'est de ne pas laisser Sukuna récupérer totalement son sort d'inversion et donc son extension de territoire qu'il a perdu face à Gojo Satoru. Mais c'est là que c'est terrifiant parce que depuis ces deux rayons noirs comme Gojo Satoru, lui, on dirait qu'il n'a pas forcément retrouvé pleinement ses capacités. Et même si on peut se dire que c'est par rapport au coup de Yuji Itadori qui vise directement l'âme et sépare le corps donc de Sukuna et de Megumi, voilà, je vous l'ai dit, peut-être qu'il se concentre juste sur la restauration de son cerveau depuis le début, depuis ces rayons noirs, pour lâcher une extension de territoire. Et ça sentirait mauvais. Qu'il en soit, vu la performance de Yuji. Bah réveille-toi Megumi! Il peut juste pas continuer à dormir. Et bien entendu, ce chapitre s'est terminé par un mot de l'éditeur, car Yuji est tel un roi, mais supérieur. Et ça, c'est juste magnifique. Mais est-ce que pour vous c'est la fin? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On a vraiment vécu l'histoire et globalement, le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen est une révélation. Yuji Itadori n'est pas seulement celui qui déteste et est détesté par Sukuna, le simple hôte fortuit, mais bien la création vengeuse du destin. Il est l'ultime malédiction d'un Sukuna qui a dévoré son frère, celui qui est peut-être destiné à pouvoir le
vaincre. La création de Kenjaku, au sort de manipulation de sang, au sort du roi des fléaux et l'élu des rayons noirs. C'est lui l'ultime menace. Et bien que le roi est loin d'être défait et que la menace est encore bien présente, un chasseur s'est révélé. Il s'est mis en marche et Yuji Itadori a fait du grand Ryomen Sukuna sa petite proie. My best friend!